le premier maillot jaune au 32e tour du Faso. Bruno César, c'est le premier cycliste à enfiler le maillot jaune à cette édition centenaire. Le premier coup de pédale donné ce matin, les cyclistes ont rivalisé de talent à l'épreuve du contre-la-montre par équipe qui s'est couru sur le boulevard Charles de Gaulle. Vous allez le voir tout de suite dans ce 13h. Et puis cette course-poursuite entre des manifestants et forces de l'ordre à Bobo-Dioulasso, sorti le 27 septembre dernier pour dénoncer le bras de fer entre le gouvernement et le Sencha qui se durcit. La coalition des OSC a encore battu le pavé ce matin pour la cause. Parti de la place Amoro pour rejoindre la Bourse du Travail où il comptait tenir un meeting. Le meeting n'aura pas pu se tenir, les manifestants ayant été dispersés à coups de gaz lacrymogène. Dans ce 13h également, l'appel à l'aide pour la lutte contre le terrorisme, c'est le président du Faso qui l'a lancé depuis la Russie où il participait au sommet Russie-Afrique. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Direction Bobo-Dioulasso pour ouvrir ce journal. Chaude matinée ce matin. Descendu dans les rues en grand nombre pour dire non à la crise qui perdure dans le secteur de la santé. Répondant à l'appel de la coalition des organisations qui manifestaient le 27 septembre dernier pour la même cause, les manifestants du jour n'ont pas pu respecter leur itinéraire. Partis de la place Tiefo Amoro, ils ont été dispersés avant même de rejoindre la Bourse du Travail où ils comptaient tenir un meeting de dénonciation. Ils ont tout de même pu remettre leur déclaration au gouverneur. Après notre match du 27 septembre 2019, nous avons eu l'occasion de participer à Ouagadougou à une rencontre nationale d'organisation interprofessionnelle à l'initiative du gouvernement. Étaient présents à cette rencontre tous les syndicats de la santé, excepté celui des pharmaciens qui n'obéit pas au mot d'ordre. Camarades, lorsqu'on vous dit que le boycott des missions, les opérations caisse vide, aura pour conséquence de mettre à genoux les caisses publiques, que la non-transmission des données statistiques aurait permis de prévenir des épidémies et de maintenir l'assistance des bailleurs, notamment l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Lorsqu'on vous dit que le travail au minimum n'a autre conséquence que l'extermination de l'opposition, que la décision des attachés de santé de ne plus exercer sans la présence d'un médecin titulaire a eu pour conséquence d'obliger les pauvres à se rendre en clinique. Quelle conclusion tirer? Jeunesse militante de la région des Hauts-Bassins. Lorsque, de la part d'associations professionnelles et interprofessionnelles du corps de la santé, vous entendez dire le chef du village où j'exerce a dit ma femme est morte par manque de soins. Le jour où ils auront leur sang, reverront-ils nos morts? Resteront-ils dans le village? Témoignage d'un chef du disciple à cette rencontre. Autre témoignage, autre intervention. Avec cette grève, notre profession a perdu le sens de l'humanisme. Nous avons atteint le seuil de la bestialité. Nous fabriquons des générations, une génération d'idiots, d'imbéciles, de retardés mentaux, de miraculés, à voir leurs conditions de naissance. Si la semaine prochaine la grève doit continuer, nous nous désengageons. Qu'est-ce que cela vous explique? C'est donc propriétaire de ce paquet de constats que nous avons dit en termes clairs dans notre ultimatum au gouvernement qu'il était le garant de notre santé et c'est lui qui a engagé ses agents qui refusent de nous soigner et que lui seul peut disposer de moyens pour les faire reprendre. Ce n'est pas par méchanceté que le législateur, en accordant le droit de grève, prévu des sanctions. C'est plutôt pour éviter les sanctions. Si le gouvernement a jugé utile de couper les salaires et qu'après ces mesures, les travailleurs décident de déserter les centres de santé, nous disons au gouvernement de prendre des dispositions palliatives, de pire et irréalistes. Faute de quoi, notre prochaine sortie se fera de la plus belle manière. À ce sujet, nous exigeons du chef de l'État qu'il s'implique personnellement dans cette crise qui secoue le monde médical. En conséquence d'ores et déjà, nous exigeons l'interdiction aux agents de santé du public
au regard de la particularité du corps intervenu dans le privé. L'équipement des formations sanitaires en matériel adapté afin d'éviter au contribuable les coûteuses évacuations à l'extérieur. On y reviendra plus en détail dans nos prochaines éditions. Mais en attendant, le président du Faso, interpellé pour un dénouement de la crise qui secoue le secteur de la santé, participait à Sochi au sommet Afrique-Russie. Prenant la parole devant l'Assemblée, le président Roch-Marc Christian Kaboré a appelé la Russie à soutenir la zone sahélienne dans son combat contre le terrorisme. Le discours du chef de l'État que je vous invite à suivre. Je voudrais tout d'abord saluer le président Vladimir Poutine pour son engagement en faveur du renforcement des relations entre la Fédération de Russie et l'Afrique autour du forum économique du présent sommet Russie-Afrique qui nous réunit aujourd'hui. Merci, Monsieur le Président, pour l'hospitalité et toutes les marques d'attention dont nous sommes l'objet depuis notre arrivée à Sochi. Monsieur le Co-président, la tenue du présent sommet marque une étape historique et un nouveau départ dans la coopération entre la Russie et l'Afrique. En 2017, je proposais au président Poutine l'idée d'une rencontre entre la Russie et les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je me réjouis aujourd'hui que cette initiative se concrétise à un niveau plus important par cette rencontre qui réunit l'ensemble du continent africain. Notre époque est marquée par des défis qu'aucun pays pris individuellement ne peut solutionner. Il s'agit entre autres de ceux liés au changement climatique, à la lutte contre l'extrémisme violent, la radicalisation, le terrorisme et la lutte contre la pauvreté. Entre la Fédération de Russie et l'Afrique, nous avons suffisamment de matière pour nourrir nos échanges et bâtir des partenariats stratégiques bénéfiques pour tous, aussi bien dans les domaines politiques, économiques, scientifiques, culturels que sécuritaires. C'est pourquoi je me félicite de l'organisation en marge du sommet du Forum économique qui permet de jeter un pont entre le secteur privé africain et russe, dont l'accompagnement est essentiel pour dynamiser la coopération entre la Russie et l'Afrique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, ce premier sommet Russie-Afrique devra être le départ pour une coopération fructueuse. C'est en tout cas notre espoir, l'espoir d'un partenariat mutuellement bénéfique. À ma qualité de président du G5 Sahel, permettez-moi de dire quelques mots sur la situation difficile que traverse la région du Sahel eu égard à la menace terroriste qui y sévit. Je voudrais d'abord saluer tous les efforts consentis par les États membres du G5 Sahel et leurs partenaires pour venir à bout de ce fléau qui, en quelques années, a occasionné de nombreuses victimes et provoqué une grave crise humanitaire liée au déplacement massif de population, fermeture d'écoles et de centres de santé. La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale pour chacun des 5 pays du G5 Sahel. Elle mobilise une large part des budgets nationaux et réduit la part des investissements dans les secteurs de développement socio-économique. La réponse au terrorisme n'est pas que militaire. Elle se conjugue en termes de lutte contre la pauvreté à travers des projets de développement structurants, des services sociaux de base et des projets de création de richesses et d'emplois en faveur des jeunes et des femmes. C'est pourquoi le G5 Sahel a lancé en décembre un ambitieux programme d'investissement prioritaire d'environ 2 milliards d'euros qui ne demande qu'à être financé. Et il est évident que les États membres du G5 Sahel ne peuvent pas à eux seuls relever ces défis. C'est pourquoi je voudrais appeler la Russie à établir un partenariat stratégique renforcé avec le Sahel et à apporter son appui au plan d'action de lutte contre le terrorisme adopté récemment par la CEDEAO à Ouagadougou. J'appelle particulièrement la Russie à se joindre au partenariat international pour la stabilité et la sécurité dans le Sahel proposé au sommet du G7 à Biarritz. En tant que grande puissance militaire et économique, la Russie apparaît comme un partenaire de choix qui peut aider le Sahel et la région de l'Afrique de l'Ouest dans sa lutte contre le terrorisme. Nous osons croire que le sommet historique d'aujourd'hui sera le point de départ de ce partenariat fécond et utile souhaité pour la sécurité et la stabilité de notre région. Vive les relations et la coopération entre la Russie et l'Afrique. Je vous remercie.
Dans la délégation burkinabé en Russie, des hommes d'affaires, ils n'ont pas encore pu dresser le bilan de leur participation à ce sommet, mais on peut le dire, la moisson est bonne. On apprend que la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina a signé une convention de coopération avec la Fondation Roscongress de la Russie. Une collaboration entre hommes d'affaires burkinabés et russes pour booster l'économie du pays des hommes intègres. Je vous propose d'entendre tour à tour le ministre en charge du commerce et le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Cette convention, c'est pour nous permettre au Burkina Faso de booster les relations d'affaires entre le Burkina et la Russie. Vous le savez, au stade actuel, les échanges sont très faibles, à peu près 35 milliards par an, du côté russe plutôt que du côté du Burkina. Parce que nous avons beaucoup de produits à exporter. Donc cette convention permet l'ouverture du marché russe vers le Burkina et le Burkina aussi vers la Russie. Roscongress est une structure qui accompagne l'export. C'est une des plus grosses structures russes qui accompagne les exportateurs russes et qui facilite donc l'entrée de ces exportateurs-là dans les pays africains, je dirais dans le monde entier. Donc à partir de là, ça va nous faciliter nous aussi d'organiser les missions commerciales vers la Russie, recevoir les hommes d'affaires russes au Burkina et donc faire le partenariat gagnant-gagnant. À travers donc cette convention, c'est un cadre. C'est une occasion d'être en contact avec la plus grosse structure en charge donc, de ces questions en Russie et de pouvoir donc donner un coup de cœur. Comme nous l'a dit le président, ils vont organiser certainement des missions ici, ils vont organiser des réunions à Ouagadougou et ça va permettre à des PMI burkinabés, des grosses entreprises, de s'ouvrir définitivement au marché ici pour profiter de la technologie, pour profiter donc du savoir-faire, pour regarder comment est-ce qu'on peut signer le joint venture pour développer leur business Burkina Faso et puis peut-être ailleurs. Parce que vous imaginez, ce sont des entreprises qui vont dans l'entreprise, qui interviennent dans le pays. Donc à partir donc, de cette plateforme-là, vous pouvez même devenir le partenaire d'une entreprise dans un autre pays africain, pas forcément au Burkina Faso. Donc il y a des milliers de possibilités qui sont offertes. C'est pour cela qu'il faut saluer la vision de la Chambre de commerce et son équipe, qui a toujours consisté à ce qu'il y a, quand il y a des occasions comme ça, de créer des conditions et des cadres pour que le maximum de Burkinabés des hommes d'affaires puissent rencontrer. Le gouvernement, pour sa part, ne peut que soutenir ce type d'action, ne peut que ça rentre dans la politique de développement de l'investissement en Burkina Faso, mais aussi la possibilité de renforcer la capacité des hommes d'affaires. De retour au Burkina Faso, parlons économie toujours avec les fruits de la collaboration entre le réseau des caisses populaires du Burkina et l'entreprise Koto. En marge de la semaine africaine de la microfinance qui s'achève ce 25 octobre, les deux structures présentent leur dernier trouvaille. Un partenariat qui permet aux clients du réseau de s'approvisionner en équipement électrique avec des facilités. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse avec Arsène Konditamde. Koto Burkina et le réseau des caisses populaires du Burkina, une union gagnante. Les deux entreprises se donnent la main pour apporter de la satisfaction à leur clientèle. Avec ce nouveau partenariat, il est désormais possible pour les clients du RCPB de s'approvisionner en kit solaire domestique auprès de Koto à des prix étudiés tout en bénéficiant d'un service après-vente. Ces kits solaires permettent de s'éclairer, de regarder la télévision, de recharger des téléphones portables et surtout de créer des activités génératrices de revenus. En quoi consiste ce partenariat? Eh bien, la RCPB finance le kit, Koto l'installe chez le client et va faire la maintenance gratuite pendant 3 ans. C'est pourquoi j'invite tous les membres de la RCPB qui désirent acquérir un kit Koto de prendre attache avec le réseau de la Caisse populaire du Burkina. Avec plus de 45 années d'expérience, le réseau des caisses populaires du Burkina est l'un des pionniers du secteur de la microfinance. Il s'engage de plus en plus dans l'amélioration continue de la vie de ses clients. Selon la directrice générale, ce partenariat permet à son institution de réaliser sa mission sociale. Généralement, en milieu rural, la question de l'énergie peut poser aussi du coup la question de la réussite scolaire des enfants. Et quand on sait aussi qu'en milieu rural, c'est des kits qui peuvent aussi aider les femmes et les jeunes à entreprendre de petites activités, notamment la recherche de portables
aussi les petites activités telles que la vente de l'eau glacée. Et tout cela, en tout cas, contribuera pour nous à la réalisation de notre mission pour compléter notre gamme de produits à nos membres. Koto Burkina est installée à Ouagadougou depuis 2 ans. Elle commercialise, installe et maintient des kits solaires domestiques. Koto et LCPB voudraient pérenniser ce type de partenariat et le renforcer. En plus de permettre à de nombreux Burkinabés d'avoir accès à l'électricité, ce produit permet l'autonomie financière grâce à des activités génératrices de revenus. La ministre en charge de l'économie numérique et des postes, elle était en discussion hier avec les vendeurs de terminaux de communication au marché Zabr-Daga de Ouagadougou. Les difficultés rencontrées par ces commerçants et la nécessité pour eux de mettre à la disposition des clients du matériel compatible à la technologie 4G étaient au menu des échanges entre la ministre et ses commerçants, nous dit Arsène Konditamde. La ministre en charge de l'économie numérique et ses techniciens au marché de Zabr-Daga, dans le centre-ville de Ouagadougou. Pendant une trentaine de minutes, Adja Ouattara va arpenter les couloirs de ce marché pour échanger avec les commerçants. Halte dans cette boutique de vente de téléphones reconditionnés pour échanger sur la compatibilité des terminaux de communication mis sur le marché avec la technologie 4G. Parce que quelle est la différence? Nous, on parle seulement, on n'est pas 4G ici. On est quoi? Seulement, on est. Ah bon? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bon, ils ont montré 4G, mais ça ne fait pas travail de 4G. Ah bon? Ouais. Pourquoi? La rapidité? Oui, oui. Mais quand vous voyez 4G, vous voyez l'insigne quand même 4G? Oui, c'est l'insigne seulement qui montre que c'est 4G. Ah, sinon c'est pas 4G. Ça ne fait pas travail de 4G. Sinon, souvent, quand nous on voyage, on voit la navigation de l'extérieur et le Burkina, on voit qu'il y a une grande différence. Petite escale à cet atelier de réparation de téléphones portables. Le responsable est un autodidacte qui donne satisfaction à sa clientèle. Il a pris de lui-même et il n'a pas gardé pour lui. En tout cas, nous aussi on est là pour apprendre avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Impôt sur l'importation des téléphones portables, taxes douanières et la crainte de voir les commerçants chinois s'adonner à la vente en détail du téléphone, autant d'inquiétudes partagées avec la ministre. Nous avons pris l'engagement avec eux d'explorer en tout cas des pistes de solutions, de pouvoir apporter des solutions, je dirais, propices à leurs préoccupations. Mais c'est ensemble avec eux. Mieux on va échanger, plus on va échanger, nous allons trouver ensemble des solutions qui conviennent. L'initiative, là, on apprécie beaucoup parce qu'on a nombreux, chacun a donné sa parole. Mais on peut dire que dans le téléphone, si tu es au milieu du téléphone, c'est vrai que même si tu ne deviens pas riche, tu t'en sors petit à petit dans la pauvreté. Après la visite et les échanges à bâton rompus, les différents acteurs ont convenu de pérenniser ce cadre de dialogue. Il devrait à long terme leur permettre de trouver des solutions aux difficultés du secteur et améliorer les relations entre le ministère de l'économie numérique et l'association des vendeurs de téléphones. Solidarité à présent avec le don de l'association Leader au soutien des enfants déshérités aux orphelins de Tengandogo. Devenue une tradition pour elle, cette année, l'association est allée offrir des kits scolaires à cette catégorie d'élèves de Tengandogo, de quoi leur arracher un sourire et mieux permettre d'entamer l'année scolaire avec sérénité. Le récit de Abdoulaziz Saré. Le bien-être des enfants vulnérables, une préoccupation au cœur des activités de l'association Leader au soutien des enfants déshérités. Chaque année, ce sont des centaines d'enfants démunis qu'elle aide à travers des dons. Cette année, l'association n'a pas voulu déroger à la règle. Pour ce faire, elle offre des kits scolaires aux orphelins de Tengandogo. Notre objectif principal, vraiment, c'est de soutenir les enfants dans toutes les dimensions. Sur le plan social, sur le plan scolaire, nous prévoyons à tout cela, mais nous aimerions vraiment avoir un soutien. Si nous avons un soutien, cela vraiment va nous aider à pouvoir aller de l'avant. En plus de leur prise en charge scolaire, l'association Leader au soutien des enfants déshérités s'engage également dans la prise en charge sanitaire des orphelins. Et ce, grâce au centre de santé qu'elle possède. Nous souhaitons avoir un local, nous voulons investir, nous voulons même construire même des écoles et au besoin étendre d'autres services de santé pour pouvoir prendre en charge ces enfants-là. Voilà, nous menons peut-être les activités qui vont nous amener à avoir les moyens pour pouvoir soutenir tous ces enfants. C'est ça notre objectif. Pour le moment, nous n'avons aucun soutien de l'État. Nous travaillons tout en espérant que les bonnes volontés viendront nous soutenir.
Pour le ministère en charge de l'action humanitaire, ce genre d'initiative est à saluer. Nous les encourageons vraiment à aller de l'avant et nous encourageons toute la population à avoir ces initiatives parce que nous savons que l'État ne peut pas tout faire à lui seul, mais il a le plus souvent besoin de l'initiation de ce genre d'action afin de pouvoir venir prendre en charge en tout cas au mieux les besoins des personnes vulnérables en général et des enfants en difficulté en particulier. C'est par des cantiques et des prières que cette cérémonie de bienfaisance a pris fin. Les bénéficiaires sont repartis tout heureux et n'ont pas manqué de remercier le donateur. Nous restons dans le domaine de l'éducation pour vous dire qu'à Koun, dans le Nayala, le mérite des élèves et enseignants a été salué. Pour cette deuxième édition de la journée d'excellence, 55 élèves et 15 enseignants ont vu leur abnégation au travail récompensée, de quoi inviter ces plus méritants à redoubler d'ardeur au travail. Luc Pac-Belgam pour les précisions. Dans la province du Nayala, un village met un point d'honneur à reconnaître les mérites des élèves et des enseignants depuis maintenant 2 années. Kouan est ce village et il relève de la commune rurale de Gossina dans le Nayala. Et pour la deuxième édition, 55 élèves et 15 enseignants ont été récompensés. Les élèves travaillaient davantage, mais tout ce qui a fait que moi j'ai eu le cadeau, c'est de bien réviser les leçons que la maîtresse écrit en classe et bien suivre les explications des leçons, bien suivre les corrections des devoirs ou des exercices et bien traiter les devoirs. Soyez pleins, ne vous découragez pas. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est un sentiment de joie, en même temps de fierté. Parce que quand une fille, un enfant travaille, ce que les parents peuvent faire, c'est se réjouir et l'encourager à continuer ainsi. J'espère que si elle était là, elle-même, elle serait plus heureuse que moi. Elle fait ma fierté. Franchement dit, c'est une activité qui va beaucoup stimuler tous les élèves parce que beaucoup aimeraient être à la place de ces heureux gagnants. Donc ça va beaucoup susciter une très grande émulation. Les 2 écoles primaires du village et le collège d'enseignement général ont atteint des résultats au cours de l'année scolaire 2018-2019. Pour plus de performances à cette nouvelle année qui démarre, cette journée d'excellence avait toute sa raison d'être. D'encourager ces gens d'initiatives, venir en aide à ceux qui mettent en place ce type d'initiative afin qu'il y ait un suivi permanent de ces enfants que nous sommes en train de récompenser aujourd'hui. C'est vrai, vous me direz éphémère, moi je vous dirais non, c'est un engagement que j'ai pris. Et chaque année, un budget spécial sera mis en place par ma société pour pouvoir accompagner ces enfants, surtout ceux de Koun. Tout simplement de la fierté, de la joie, de ce que je lis sur le visage des enfants, des encadreurs et de façon générale du village pour l'activité, on va dire, académique. Promoteurs et parrains sont tous du Nayala et ont été accompagnés dans leur initiative par des autorités et amis. Reconnaître les mérites d'enseignants et d'élèves, c'est aider les éducateurs à bâtir la nation burkinabé. Le promoteur Éloi Badiel entend par cette activité amener ses petits frères à avoir des repères. La journée d'excellence à Koun, c'est un ordinateur, une imprimante et un forage pour le collège d'enseignement général. Les meilleurs élèves du CEP1 au CM2 récompensés, les meilleurs au CEP et au BPC récompensés et des kits pour tous les enseignants du primaire. L'actualité ce vendredi, c'est également le top départ du Tour du Faso. Pour la première étape, c'est l'Angola qui a inscrit son nom en lettres d'or. L'Angola qui remporte donc cette première étape du Tour du Faso. L'épreuve du contre-la-montre par équipe courue ce matin sur le boulevard Charles de Gaulle sur une distance de 7 km a été enlevée par les Angolais en 8 minutes 5 secondes. Bruno César est le premier cycliste à porter le maillot jaune à cette 32e édition, baptisée centenaire. Les temps forts de cette première étape avec Luc Pac-Belgam.
L'Angola est l'équipe qui se classe première à cette première épreuve de course contre la montre par équipe courue ce matin même sur Charles de Gaulle. À ce départ de ce 32e Tour du Faso, 15 équipes étaient alignées et il y avait 3 équipes pour le Burkina Faso. Évidemment, l'équipe angolaise et l'équipe rwandaise étaient attendues et à l'arrivée, c'est l'Angola qui franchit la ligne en premier, qui réalise le meilleur chrono avec un temps de 8 minutes 5 secondes, suivi du Rwanda avec 8 minutes 15 secondes. Puis la Team Flanders de la Belgique qui réalise un temps de 8 minutes 21 secondes. L'équipe burkinabé est pointée jusqu'à la 8e place et elle a réalisé un temps de 8 minutes 35 secondes. Et Bruno César de l'Angola, bien sûr, est le premier maillot jaune de ce Tour du Faso. L'Angolais qui est venu ici avec son papa qui fait partie de l'équipe technique de l'Angola et sa maman avait promis ce maillot-là à ses parents hier et il l'a fait sur Charles de Gaulle devant un public surchauffé. Ouais, je pense que la course s'est bien déroulée. Bon, l'objectif, c'est l'étape de demain. Aujourd'hui, ce n'est que des bonifs de 3 secondes. Bon, donc je pense que ça ne fait rien déjà parce que le contre-la-montre, si vous voyez bien, le Burkina n'est pas... On ne fait pas assez de contre-la-montre ici. Donc déjà, ça fait moins 1. Donc aujourd'hui, nous aussi, on a essayé de donner le meilleur de nous-mêmes. Puisque si on ne s'entraîne pas à ce genre de compétition, ce n'est pas facile. Même si tu t'entraînes avec, tu n'es pas habitué de le faire. Mais je pense que ça n'empêche rien. Demain, la course commence demain. Je sais qu'il y avait des équipes qui étaient dans ces eaux-là, donc oui, je pense qu'on a plutôt bien réussi l'exercice. On savait avant le départ de ce matin qu'il y avait de très bonnes équipes pour le classement général et de très bonnes équipes au contre-la-montre par équipe. Donc le fait de se classer tout de suite parmi les meilleurs, ça met tout de suite en confiance et ça nous positionne aussi déjà comme des favoris cette année. Voilà les différentes étapes du Tour du Faso à suivre de bout en bout sur la télévision au cœur de nos défis. Voilà, mesdames, messieurs, c'est sportivement que prend fin cette édition. Merci de votre aimable attention. Agréable après-midi à toutes et à tous. Je vous retrouve demain, même heure, même canal pour un autre point de l'actualité. Bonsoir.